Donc, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast de Strange Strategy et c'est pas un épisode où on est que tous les trois. On a décidé d'inviter Pierre Elie, qui est aussi connu sous le nom de Les Chroniques de la douleur. On a décidé d'inviter Pierre Elie parce qu'en fait on avait trouvé que sa vidéo autour de la question du dos rond en powerlifting était finalement une vidéo avec une grande justesse et sur le fait que effectivement dans le powerlifting on a la thématique de la blessure qui est une thématique qui revient assez souvent sans pour autant qu'on soit capable vraiment d'identifier les variables clés en fait qui amènent à la blessure et on va être amené à en discuter aussi bien de son point de vue que de notre point de vue avec les athlètes avec lesquels on peut travailler. Donc déjà merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation Pierre-Élie. Eh ben, merci pour l'invitation, je suis ravi d'être là. Donc on va essayer de maintenant que vous connaissez un petit peu voilà la chanson, on va essayer de partir sur un sujet de base. Moi j'ai préparé quelques petites questions et puis encore une fois voilà ça va être un moment d'échange et donc n'hésitez pas voilà à compléter, ajuster, ajouter. Vous faites comme vous voulez de ce côté-là. L'enjeu c'est qu'on puisse aborder un peu la question de la blessure et des facteurs de risque autour de la blessure de manière très large. Donc on va aborder à la fois des aspects techniques, des aspects anatomiques, des aspects on pourrait dire très physiques. Et moi j'ai aussi un petit peu fait mes recherches sur les aspects psy, qui sont les aspects que je maîtrise un peu mieux et surtout qui sont les aspects un peu moins connus. Donc, qui veut prendre la parole? Parce qu'à chaque fois, je me dis, j'ai un rôle très important à distribuer la Pose ta parole. question, Roman. Je sais que t'en Ok, meurs d'envie. Pose ta question. première question, on commence fort. Peut-on prédire la blessure dans le powerlifting? Allez, c'est parti. Souleymane, t'as rigolé, c'est de ta faute, t'y vas. C'est la prise de parole par le rire. Du coup, ouais, ça m'a fait un peu rire parce que c'est une question à double tranchant, en fait. Prédire la blessure, c'est un grand mot. La prévenir dans une dans une certaine mesure et chercher à l'amoindrir et à réduire les conséquences de celle-ci, c'en est une autre. Je pense que de manière générale, il n'y a pas un athlète qui va éviter les blessures toute sa carrière. Ça, c'est pas possible. Mais ce qu'il peut chercher à faire, c'est se renforcer dans tous les axes possibles et imaginables. Comme ça, là, quand il y a un misgroove, par exemple, il y a pas de souci, son corps y est déjà préparé. Il peut chercher à traquer toutes les variables de son entraînement, donc son volume, son intensité, etc. Et écouter son corps, c'est vachement important en fait dans cette situation. Si on voit qu'à un volume et à une intensité donnée, on commence à avoir des petites douleurs qui en général sont un signal de notre corps pour nous dire ok, peut-être que là tu pousses un petit peu trop. Il faut faire le bon choix. Et bah, parfois, on est dans des situations où on prépare une grosse compétition et il faut appuyer sur le champignon malgré les petits signaux et ça passe ou ça casse. Mais de manière générale, je pense que faire en sorte de ne jamais se blesser, c'est pas possible. Mais si on fait attention à tous ces petits facteurs-là, on peut faire en sorte d'amoindrir les conséquences. Et par exemple, au lieu de se détacher un muscle, on va peut-être se faire une petite contracture, une élongation ou un truc comme ça, tu vois. J'allais dire, moi j'ai envie de laisser parler Pierre-Élie parce qu'en fait, faire un monologue à trois, on sait faire, tu vois. Mais je pense que le minimum, c'est quand même de le laisser un peu s'exprimer. Et je pense qu'en plus, il aura un point de vue un petit peu différent du nôtre, donc ça pourrait être intéressant d'entendre ce qu'il a à dire. Je me racle la gorge. Alors, c'est une bonne question. Je pense que... Alors, tu as dit, est-ce qu'on peut prédire une blessure et non pas prévenir? Et il y a une grosse différence entre les deux, effectivement. La notion de prédiction, c'est très compliqué, en fait. Et j'ai l'impression que dans la vision de beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui, en regardant quelqu'un faire un mouvement, il y en a beaucoup qui vont dire « Ah bah tiens, vu que tu fais comme ça, tu vas te blesser » de manière quasi certaine. Alors qu'en réalité, ça me semble très compliqué de prédire avec certitude une blessure parce que, comme on l'a dit, il y a énormément de facteurs qui entrent en jeu. Et quand on regarde même certains des spécialistes du domaine le disent eux-mêmes, prédire une blessure est quasiment impossible en fait, parce que même quand on va faire des tests ultra précis, ça existe dans le screening d'athlètes où on va faire des tests pour essayer de déterminer est-ce qu'il a les caractéristiques qui font qu'il est susceptible de se blesser, on se rend compte qu'en fait ça marche jamais de manière très précise en fait. On peut éventuellement savoir identifier des facteurs de risque, et c'est ce dont on va parler un peu ce soir, aujourd'hui. On peut éventuellement déterminer qu'il y a des facteurs de risque et se dire, bon voilà, s'il y a trop de facteurs de risque qui s'accumulent, bah, il y a probablement des choses sur lesquelles on va pouvoir agir pour réduire le risque. Et là aussi, en fait, on parlait de prévention, mais en réalité, on est plus dans de la réduction de risque parce que, comme l'a dit Soulé, en fait, le risque zéro n'existe pas. Et en fait, plus on s'entraîne longtemps dans notre vie, plus la probabilité de se blesser un jour est proche de 100%, en fait. Parce que c'est juste la vie, en fait. Qu'à un moment, un jour, il y a une blessure qui arrive. Le but, c'est effectivement d'essayer d'agir sur les bons facteurs pour réduire ce risque au maximum et surtout être capable de gérer au mieux ensuite, quoi.
Ouais, ouais, et puis je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est important, c'est de se dire qu'une blessure, enfin, c'est hyper vague comme terme. Tu peux avoir des blessures, enfin, il y en a pour qui une petite tendinopathie, c'est une blessure. À côté de ça, il y a une déchirure complète du grand pectoral, c'est pas la même chose quand même. Donc, effectivement, je pense que déjà le fait de chercher à réduire un petit peu le risque de blessure, c'est peut-être un peu plus cohérent, peut-être plus atteignable aussi pour beaucoup de gens. Parce qu'encore une fois, enfin, il y a plein d'exemples en tête. Moi, je donne souvent l'exemple de Worm Chad. C'est un gars que je vois sur les réseaux sociaux qui fait du front squat avec le dos super rond, etc. Et le gars, visiblement, ça fait des années qu'il fait ça. Donc, je dirais qu'il n'a pas, il a pas le mode d'exécution le plus académique. Mais force est de constater qu'il est toujours là. Donc, bon, bah, visiblement. Alors, certains diront que c'est le biais du survivant, c'est-à-dire qu'on ne voit que ceux qui restent encore et que tous Ouais, ceux c'est qui se ça. sont pétés ne sont plus là. Ouais, non, mais c'est possible aussi. Hein. C'est possible aussi. C'est possible, mais c'est vrai que la question de la technique, elle est de l'influence de la technique dans l'apparition des blessures, ça sera peut-être une des questions que tu voulais poser, Roman, pour la suite, mais voilà, c'est une question qui est plus complexe qu'il n'y paraît. Juste, Ouais, juste- avant qu'on Vas-y, aille un vas-y. petit peu plus loin, je pense que ce serait intéressant de donner une définition de blessure. Ouais. J'ai vu passer quelques stories du coup chez Pierre-Élie qui parlaient de ça. Et je pense que si pour les gens qui nous écoutent, on pouvait donner un petit résumé rapide de ce qu'est pour toi une blessure et ce qui n'en est pas une, si tu peux faire assez court. Le mec qui m'a bien perçu. Ouais, c'est ça. Moins de 30 minutes, s'il te plaît. Alors, il y a une définition officielle, mais elle pose problème aussi. La définition officielle, c'est que c'est à partir du moment où il y a une perte de fonction ou une modification de la structure corporelle. En gros, c'est voilà, je commence déjà mal, tu vois, ma réponse part déjà un peu de n'importe comment. Il y a la notion de perte de fonction ou de modification de la structure qui apparaît de manière à un moment T, à un instant T, suite à un événement particulier, un trauma, un mouvement un peu étrange, etc. Sauf que cette définition-là, elle pose problème dans le sens où, vu que ça parle aussi de perte de fonction ou de gêne, en gros, n'importe quelle douleur pourrait être considérée comme une blessure selon cette définition. Sauf que ça pose problème parce que justement, il y a une différence entre avoir une douleur et avoir une blessure dans le sens lésion tissulaire. Parce que l'impact va pas du tout être le même, la façon dont on va devoir gérer le truc va pas du tout être le même, et il y a de plus en plus notamment de spécialistes de la douleur qui essayent d'argumenter qui est que c'est important de faire la différence entre une douleur et une blessure dans le sens lésion. Donc moi, personnellement, j'essaie de faire cette différence-là. Pour moi, je parle de blessure quand il y a une lésion tissulaire qui a été objectivée. Donc concrètement, voilà, il y a des examens qui ont été faits, ou alors ça se voit. Quand il y a un biceps qui se pète, ça se voit. Ou une rupture du pec, ça peut se voir aussi. Voilà, pour moi, il y a cette notion de lésion qui doit être présente pour qu'on parle réellement de blessure. Et j'allais te dire en plus, parce que par rapport à la première définition que tu as donnée, à ce moment-là, faire une séance un petit peu intensive et le lendemain être un petit peu raide, ce serait considéré comme une blessure en fait. C'est bien le problème. Voilà, c'est un peu le problème, je trouve, avec ces définitions-là, c'est qu'elles sont. Voilà, c'est difficile de mettre la limite claire avec ce qu'on devrait considérer comme blessure ou pas. Ouais, c'est ça. Après, je vais peut-être faire un petit peu l'avocat du diable, c'est aussi le but de ce podcast. Mais je trouve que parfois, certains vont chercher à pousser le truc un petit peu trop loin, en mode, ils n'arrivent pas à faire un squat à vide, par exemple, mais ils sont pas blessés. Et je pense que le fait d'admettre qu'on est blessé et le fait d'accepter le terme blessure, ça peut parfois aider à passer outre, en fait. Parce que si on se voile un petit peu la face et qu'on n'arrive ni à faire du squat ni du soulevé de terre, par exemple, à cause, je sais pas, d'un problème au dos, je pense que le fait de ne pas l'admettre, ça peut peut-être ralentir les actions qu'on peut mettre en place pour passer au-delà de la blessure, je pense. Je sais pas si j'ai été très clair. Donc Mais ralentir le processus de ouais, je suis guérison. d'accord. Et moi, je rajoute un truc à ce que dit Soulet, c'est que je trouve qu'il y a aussi eu un peu une vague de relativisme de la blessure. Tu vois, c'est-à-dire, en gros, tant que c'est pas arraché, allez, un bon mindset, gère un peu ton volume, ton intensité. Et en fait, si tu veux progresser, de toute façon, il faut accepter d'avoir un peu mal, vu qu'on est dans un sport de spécialisation. Mais je trouve qu'effectivement, ça a amené un peu certains athlètes quand justement ils sont blessés, enfin concrètement, je pense qu'on peut le dire, mais qu'ils ne l'acceptent pas et que résultat, effectivement, on est sur un truc de non, non, c'est bon, je vais trouver un moyen, je vais resserrer mon grip, je vais changer ceci, cela. Et c'est vrai que je me demande si d'un point de vue réhab et d'un point de vue réathlétisation rapide, si c'est vraiment productif ou si ça mène pas sur le long terme de toute manière à se casser les dents, quoi. Alors, du coup, moi, ça me fait me poser la question. Dans des cas comme ça, comment vous déterminez que cet athlète, il est blessé?
Quand vous dites il y a des gens qui sont blessés mais qui ne l'admettent pas. Sur quels critères vous basez? Du coup, le fait de ne pas pouvoir pratiquer le mouvement, même si ça rentre dans la définition qui était un petit peu tendancieuse dans le premier cas, lorsqu'on a tellement mal qu'on ne peut pas faire le mouvement ou qu'on peut le faire avec 20 kilos alors qu'on avait un squat à, je sais pas, 280 à la base, pour moi, on rentre dans le cadre d'une blessure quand même. En fait, moi, je suis même pas sûr que ce soit vraiment nécessaire d'identifier la chose comme blessure, à partir du moment où ça te limite pas dans les actions que tu mets en place pour que ça revienne à la normale. C'est-à-dire que tu vas avoir des fois où, on sait pas si c'est une blessure ou encore une fois une raideur ou tout simplement une baisse de forme le jour J. Tu peux aussi te lever, tu sais pas pourquoi et puis, ton corps il vit donc tu te retrouves à être, un peu plus raide, un peu moins à l'aise ce jour-là. Pourtant, tu fais la même routine que d'habitude et tu sais pas pourquoi. Moi, je pense qu'il faut simplement réussir à s'adapter plus ou moins à la forme que tu as le jour J, à réussir à t'échauffer un petit peu plus. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a vu quand tu étais venu à Nantes, Souley. Je me souviens, il y a 1 ou 2 séances qu'on avait faites où tous les deux, on était des bouts de bois. Et en fait, on a mis 30 minutes à s'échauffer au lieu de 5 à 10 minutes comme on peut faire d'habitude. Et sinon, c'est impossible de rentrer dans la séance. Après, de là à dire qu'on est blessé et qu'il faut faire une grosse modification de la prog, je pense pas, mais c'est vrai que pour des athlètes un petit peu moins expérimentés qui auraient tendance à se dire ok, je fais la même routine que d'habitude, qui passent sous leur squat, qui le trouvent lourd et qui n'arrivent pas à se positionner comme d'habitude. Et là, je peux prendre un exemple tout bête, mais t'es plus raide donc t'arrives pas à descendre suffisamment. Tu forces la descente et hop, là, tu sais pas pourquoi, il y a un petit claque et le lendemain, t'as mal, ça chauffe sur le moment et après, tu as du mal à bouger la jambe. Bon, ça, c'est aussi quelque chose qui peut arriver. Donc, je pense que le problème aussi, c'est que par rapport à la blessure, il y a beaucoup de gens qui sont informés exclusivement avec Instagram, avec des contenus qui durent 1 minute maximum. Et en fait, tu as quelque chose de très manichéen qui se forme. C'est-à-dire que soit t'es jamais blessé, soit t'es tout le temps blessé. Et je pense que la vérité se trouve un petit peu entre les deux, tu vois. Et que le but du jeu, c'est de pas tomber dans un extrême ou dans l'autre, de se dire que dans tous les cas, il y a des choses que tu peux faire. Et après, de là à se dire que en fait, je pense que c'est ça. Le problème, c'est que tu peux vite rentrer dans une grande catégorie où c'est bon, t'es blessé, tu peux plus faire le lift. Ou alors, à l'inverse, c'est bon, il n'y a rien du tout, je refuse de voir que je suis paraplégique, tu vois. Ouais, c'est ça, ça rentre dans le modèle bio-psychosocial, de toute manière. Ouais, alors attendons, on va aller là-dessus parce que là, vous allez m'énerver tout de suite, là. Vous allez réveiller le monstre. Non, le modèle biopsychosocial, ouais, c'est la porte d'entrée, mais j'en parle après. Mais c'est la porte d'entrée au n'importe quoi aussi. Mais- Ouais, je suis d'accord. Mais en fait, je comprends dans un certain degré que c'est important de définir le truc. Parce qu'une fois qu'on sait ce que c'est, si du coup, là, dans ce cas-là, si c'est une blessure ou non, comment on va agir derrière. Et si par exemple, si c'est une tendinopathie, on sait qu'on va jouer sur le volume, l'intensité et que ça peut vite passer. Il faut juste s'y prendre assez rapidement. Et que derrière, dans des cas où il y a des lésions, il faudra peut-être laisser une petite période de récup avant de derrière retravailler une fois que ça a un petit peu cicatrisé et tout. Mais dans un autre cas, ouais, je rejoins un peu Romain. Donc c'est un peu flou et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on fait ce podcast. Mais ouais, je suis un peu entre les deux, moi, j'avoue. J'allais te demander, toi, du coup, par exemple, Pierre-Elie, toi, comment est-ce que tu fais si jamais un jour tu vois que t'as quelque chose qui se passe pas bien? Je sais qu'à un moment, tu avais raconté ta petite anecdote au niveau du dos sur le développé couché. Est-ce que du coup, tu cherches à tout de suite identifier la chose, mettre un nom dessus ou quoi? Ou alors tout simplement, tu cherches à, je sais pas, recréer une forme de tolérance et peu importe ce que tu as en fait? Alors, c'est justement à ça que je pensais tout à l'heure, quand Souley disait quelqu'un qui n'est pas capable de faire un squat à 20 kilos, il va se dire qu'il n'est pas blessé, alors qu'en fait, si. Eh ben, typiquement, moi, ça m'était arrivé là cet été. Je m'étais fait mal au dos de manière totalement débile en essayant d'augmenter mon pontage parce qu'il n'était pas ouf. Donc, j'essayais de travailler vraiment, de cambrer plus mon dos. Sauf que j'ai fait ça un jour où j'étais crevé, j'avais pas bien dormi. Enfin bref, pas la meilleure des idées, quoi, de modifier sa technique un jour où on est fatigué. Et en fait, je me suis fait mal au dos, mais vraiment, je me suis bien fait mal au dos, alors que objectivement, la barre était vide et voilà, je me suis fait mal au dos et je me suis dit, ok, je ne me suis pas blessé dans le sens où je savais que je n'avais pas de lésion tissulaire parce qu'il n'y avait aucune raison qu'il y ait une lésion tissulaire parce que les contraintes sur mon dos, elles étaient sensiblement pas énormes, juste inhabituelles, mais pas énormes. Et donc, je savais que je m'étais rien abîmé. Par contre, ça faisait un mal de chien, quoi. J'arrivais pas à me pencher en avant. C'était impossible de porter 20 kilos pour le coup, parce que c'est le poids de mon fils. Je n'arrivais pas à le porter, donc je ne pouvais pas faire un squat avec 20 kilos sur les épaules. Mais je savais que j'étais pas blessé. Je savais que je m'étais fait mal au dos et que c'était pas bien méchant et qu'il fallait juste trouver un moyen pour désensibiliser le truc. Hein. Donc, j'ai trouvé des moyens de faire en sorte que mon dos devienne moins
moins raide, que j'arrive progressivement à refaire de la flexion, à mobiliser le truc. Et 3 jours après, je me réentraînais avec la barre à vide, puis avec des charges, j'ai augmenté de manière progressive. Mais au bout de 3 jours, j'étais à nouveau en train de m'entraîner. Cool, c'était pas pendant une semaine, j'étais pas en mode je tape dedans, j'étais en mode je me réhabitue progressivement à la charge. Mais là, c'est typiquement le genre de cas où, pour moi, je parlais pas de blessure. Même si j'aurais pas pu m'entraîner normalement pendant une semaine, je considérais que je m'étais fait mal au dos, et je savais pourquoi, et je savais que j'avais pas de blessure, et je savais que ça allait pas m'handicaper sur le long terme. Mais il y a un biais, c'est que moi je sais. Ouais. Je suis ostéo, j'ai quand même quelques connaissances à la base sur à quel signe rechercher, etc. Donc à ce niveau-là, j'étais pas particulièrement inquiet. Voilà. Il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce que tu as dit, c'est le fait que tu te sois fait mal à vide, c'est un des éléments qui t'a fait dire que tu t'étais pas blessé. Pourquoi? Toujours pareil, dans la logique de si on considère qu'une blessure c'est une lésion, et la raison pour laquelle j'utilise ce terme-là, c'est que quand on regarde dans la langue française, le mot blessure, si tu regardes dans le dictionnaire, c'est synonyme de lésion. Avec une charge si légère par rapport à ce que je fais d'habitude, et en plus sur un développé couché, les contraintes au niveau lombaire, voilà quoi. Si je m'étais fait mal à l'épaule, j'aurais pu me poser la question, même avec une charge relativement légère, en modifiant ma technique, pourquoi pas. Mais au niveau lombaire, sur un développé couché avec une barre à vide, j'ai du mal à voir, sachant qu'à côté de ça, je suis capable de faire du soulevé de terre. Je vais pas dire mes chiffres parce que c'est ridicule, mais voilà, si je suis capable d'encaisser des charges de plus de 150-170 kg au soulevé de terre au niveau lombaire, c'est pas un bench à 20 kg qui va m'abîmer les lombaires, quoi. Ouais, bien sûr. Mais du coup, est-ce que si tu avais eu une blessure, par exemple, ou en tout cas, est-ce que si tu avais eu justement cette gêne-là, au lieu de l'avoir au dos, tu l'aurais eu à l'épaule, est-ce que tu penses que tu aurais changé potentiellement ton protocole ou en tout cas ton approche? Et je ne sais pas. C'est ça le grand truc. J'en sais rien, honnêtement, j'en sais rien. Bon, je pense que j'aurais analysé le truc quand même pour essayer de voir si c'était juste une irritation ou vraiment s'il y avait de manière susceptible une lésion. Après, des fois, c'est en voyant comment ça évolue sur 2-3 jours qu'on se fait une idée aussi, hein. Oui, bien sûr. On tente des trucs, on voit comment ça réagit, et si ça soulage, on se doute quand même qu'on ne s'est pas arraché le tendon. Si au bout de 2 jours, on voit qu'on arrive à faire 90% mieux, c'est que a priori, c'était pas méchant, quoi. Ça fait sens. Ouais, mais ça part plutôt bien justement sur le deuxième sujet que je voulais aborder en faisant un peu mes recherches. J'ai regardé un peu aussi les grandes tendances qu'il y avait du côté, j'irais, du monde plutôt Instagram et compagnie, des prises de position. Et j'ai remarqué qu'il y avait, si je simplifie évidemment, hein, tout le monde ne pourra pas se retrouver dans ces deux modèles, mais j'ai repéré qu'il y avait un peu deux grandes écoles. Il y a ceux qui vont très clairement considérer que les blessures, ça peut se manager, entre guillemets, prévenir et compagnie, avec des aspects très load management, vraiment tolérer un certain niveau de stress à certains moments, spécifiquement sur le pattern en question. Et à l'inverse, j'en vois certains qui justement disent OK, on est dans un sport d'hyperspécialisation et c'est le fait qu'il y ait une réduction de la quantité de mouvements disponibles qui crée un facteur de risque. Je trouve que j'ai vu un peu ces deux tendances avec ceux qui vont dire il faut prévenir des axes sur lesquels on ne travaille pas parce que ça permettrait potentiellement, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, ça permettrait potentiellement de prévenir certaines blessures des sports très spécifiques. Et à côté d'autres qui vont te dire, bah, en fait, la blessure, c'est simplement un dépassement d'une capacité de récupération et ça n'a rien à voir avec la variabilité de mouvement, par exemple. Et ça, justement, je me demandais un petit peu ce que vous en pensiez, si déjà de base, évidemment, il y avait besoin de choisir, et si en fait, concrètement, on avait des données là-dessus, ou en tout cas de vos pratiques respectives. Bah, je pense encore une fois que la vérité, elle se situe un peu des deux côtés. Du côté load management, etc., oui, ça fait sens. Il y a notre corps qui peut tolérer une certaine dose de stress. Si on va au-delà, il y a de fortes chances qu'il commence à nous envoyer des signaux, et si on n'écoute pas les signaux, il y a des fortes chances que ça casse. Mais d'un autre côté, en fait, si notre corps n'est pas préparé dans d'autres axes, donc je vais dire une bêtise, mais quasiment personne fait des twists à la barre. On ne travaille pas en rotation. Et un exemple typique, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Au moment de faire un squat, on met les sécus un petit peu trop hautes d'un côté, ou bien on se positionne mal, on n'est pas symétrique. Il y a un des deux côtés de la barre qui tape. On se retrouve à être penché sur le côté et de travers. Donc là, si notre corps il n'a jamais été dans cet axe-là et il n'a jamais été renforcé un minimum dans cette position-là,
il y a de fortes chances qu'ils disent oui avec 200 kilos plus. Donc c'est tout là aussi le travail de préhab en fait. Le travail de préhab, ça va être d'une part de gérer au mieux son load, comme tu as dit, sa charge et son stress, mais d'autre part de penser à différents scénarios dans lesquels on pourrait se retrouver dans certaines éventualités, dans des cas de misgroove, dans des cas d'échec potentiellement. On cherche à regarder par exemple ce qui lâche en premier lorsqu'on est dans le dur techniquement. On sait que par exemple, je sais pas, sur un deadlift, on va avoir tendance à tirer un peu en canne à pêche, donc à tirer dos droit, puis arrondir la colonne au fur et à mesure du mouvement. Ça serait peut-être pas débile de faire un petit peu de Jefferson Curl. Le dos droit, faut garder le dos droit sous les. Pauvre fou, tu vas rendre des gens handicapés avec ce genre de message. mais ouais, du coup, d'un côté, ça va de pair pour moi. Parce que ta tolérance, tu l'as construite dans un axe et dans une amplitude. Et forcément, si tu vas appliquer du stress dans une amplitude et dans un axe que tu n'as jamais travaillé, tu n'as pas de tolérance sur cet axe-là et ça casse. C'est aussi simple que ça pour moi, en fait. Pour moi, ce que tu viens d'expliquer là, je pense, ça c'est un avis personnel, je pense que c'est l'une des raisons principales pour lesquelles plein de gens qui ont l'habitude de faire une technique, par exemple, soulevé de terre en gardant le dos le plus droit possible, se blessent le jour où ils arrondissent le dos. Ouais, Et ils disent, ah bah oui, t'as vu, c'est dangereux. Bah non, c'est juste qu'en fait, tu l'as jamais fait de ta vie, et le jour où tu l'as fait, c'est parce que ça s'est pas bien passé, parce que ce jour-là, t'étais crevé. Et effectivement, tirer 200 kilos d'oron quand t'as pas l'habitude, c'est comme n'importe quelle technique que t'as pas l'habitude. Si tu l'as fait à 200 kilos, ça va pas bien se passer, en fait. Donc, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Et d'ailleurs, il y a, par exemple, dans le milieu anglophone, sur Instagram, il y a Adam Meakins, qui est un kiné. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est un kiné qui est spécialisé dans le sport et dans le traitement des douleurs. Et il n'y a pas très longtemps, il a fait un post justement sur le fait que s'entraîner de manière un peu sale, ça a des intérêts aussi. Parce qu'il dit la vie, en fait, c'est jamais parfaitement symétrique, parfaitement coordonné. Et il se passe toujours des trucs auxquels on ne s'attend pas. Et le meilleur moyen d'y être prêt, c'est de s'y préparer, en fait. Et de faire des trucs variés. Et donc, peut-être aussi, des fois, aller travailler dans des amplitudes ou dans des positions qui seraient théoriquement pas optimales, parce qu'on prépare nos tissus, donc il y a plus de chances que ça se passe bien le jour où ça nous arrive, quoi. Et j'allais dire, je pense qu'il y a aussi un aspect peut-être, je dirais culturel de la réhab à ce niveau-là, parce que moi, quand je voyais, vraiment l'entraînement, c'est bête, hein, mais des haltérophiles chinois, tu les vois s'entraîner sur des axes où tu mets n'importe qui face à ça en vidéo, tu vois, des non-initiés, et on va dire que bon, tu leur mets un pull parce que sinon c'est un peu, c'est un peu visible que les mecs s'entraînent. Les gars, ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils font n'importe quoi, tu vois, alors qu'en fait, les gars sont professionnels, ils sont champions du monde. S'ils font ça et qu'ils le font tous, bon, c'est peut-être aussi qu'il y a une raison derrière, quoi. Donc, ouais, je pense, je suis extrêmement d'accord avec Pierre-Élie. Je pense que le fait de parfois sortir un peu d'un axe un peu conventionnel, même si, même tout simplement un pattern qui aurait pas forcément d'utilité, là, donc vraiment dans notre sport de spécialiste, squat, bench, deadlift, typiquement, de prime abord, faire des pal of press super lourds, et cetera, c'est pas forcément le truc qui va avoir le meilleur impact à court terme sur ton total, et pourtant, si ça peut t'éviter 6 mois de 6 mois de douleur au dos et d'impossibilité de pratiquer, ça peut sauver la donne, quoi. Ouais, c'est ça. J'allais vite faire rebondir là-dessus. Mais en fait, quand on s'entraîne dans les sports de force, et là particulièrement en force athlétique, mais ça vaut aussi pour le streetlifting, l'haltérophilie, on a un certain nombre de ressources et il va falloir chercher à attribuer ces ressources au mieux. Et si on attribue toutes nos ressources sur du SBD, là je prends le cas typique du SBD only, et qu'on ne prend pas même pas 5%, 2% de nos ressources pour aller explorer des axes un petit peu différents, pour aller se renforcer un petit peu de ce côté-là, on va certainement progresser très vite, mais peut-être pas très longtemps. Je sonne un petit peu alarmiste, je sonne un petit peu nocebo guy, mais c'est juste pour vous dire en fait que ça coûte pas grand-chose. Honnêtement, faire du Jefferson Curl à 20 kg, puis ensuite chercher à progresser petit à petit dessus, ça va pas vous empêcher d'avoir des séances de deadlift productives. Faire du squat bulgare en cherchant à avancer le genou un petit peu plus, à décoller un petit peu le talon, etc. Pareil, ça va pas vous coûter votre squat. Et derrière, comme Romain l'a dit, si ça peut vous éviter d'avoir 2 mois de réhab ou 3 mois de réhab dans l'année, ça peut valoir le coup, même d'un point de vue performance, en fait.
Ouais, parce que j'allais dire, après, on voit l'extrême inverse. On voit des gars qui, par exemple, peuvent faire du squat, bench, deadlift only et qui se retrouvent du coup à devoir faire 50 exercices de préhab avant de commencer leur squat ou leur deadlift. Et au final, on en revient au même, tu vois. C'est-à-dire qu'ils considèrent que ça fait pas partie de la séance, mais s'ils le font pas, ils peuvent pas se mettre sous la barre. Donc au final, c'est la même chose, quoi. Ah ouais, je pense que c'est très très difficile justement de se positionner parce qu'en fait, effectivement, comme disait Pirelli, qu'il y a effectivement aussi ce biais du survivant et avec les réseaux sociaux, tu vas toujours en fait essayer de valoriser ce que toi tu as mis en place aussi parce que enfin, il y a un biais de cohérence interne aussi, c'est-à-dire que tu vas rester sur si moi je me surspécialise et je me blesse pas, bah peut-être qu'à un moment donné ça fonctionne pour la majorité, mais comme à l'inverse, quelqu'un qui ferait que de la préhab, je suis pas sûr qu'il progresserait non plus. Tu vois, quelqu'un qui serait tout le temps en train de faire. Et justement, je voulais aborder, c'était le sujet suivant, mais la nouvelle mode qu'il y a eu avec tous les ATG mouvements, les knees over toes, guys, enfin, ça a été repris tous ces concepts de, ok, ça se passe jamais comme ça dans la vie réelle, donc préparons-nous, préparons nos tissus. Et j'ai l'impression que c'est devenu un peu aussi le jeu de essayer de mettre l'articulation sur le plan le plus exigeant et se dire ça va me sauver. Et puis ça. Et j'ai l'impression que voilà, c'est aussi un autre extrême qui est en train un peu d'émerger. Au final, tu vas finir en grand écart avec une cheville de côté au cas où si ça se passe. Mais ça devient un peu, peut-être un peu de temps en temps un peu ridicule aussi, quoi, si tu pousses à l'extrême. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Pierre-Élie, mais je pense Eh ben, que. je les ai pas trop vus, ceux-là, tu vois. Ceux qui poussent le vice un peu trop loin. Euh, c'est vrai que j'ai peut-être tendance à voir plus de gens, à la fois en cabinet, moi, parce que j'ai plus tendance à voir des gens qui ont peut-être peur d'aller explorer des mouvements particuliers, que ce soit au sport ou dans la vie de tous les jours. Mais en même temps, s'ils viennent me voir, c'est que de base, ils ont un problème, hein, quelque part. Donc voilà, forcément, j'ai peut-être une vision un peu biaisée à ce niveau-là, et que ceux qui ont tendance à justement aller challenger leur corps en se mettant un peu dans les extrêmes, ils ont peut-être au final moins besoin de venir. Et c'est vrai que sur les réseaux, ceux que je vois sont peut-être plus dans l'autre extrême, effectivement, d'être un peu trop scandalisé dès qu'ils voient un truc qui sort un tout petit peu d'un axe conventionnel. Mais effectivement, si ça existe, je suis pas convaincu que ça vaille le coup non plus d'aller chercher au maximum, comme tu le dis. Enfin, toujours la question, c'est à quoi bon, quoi. Je veux dire, comme tu disais, on a des ressources qui sont limitées aussi. Et passer des heures et des heures à aller chercher ça. Alors oui, ça peut être très bien quand on va chercher une certaine mobilité extrême, etc. Est-ce que c'est pertinent dans un sport de force d'aller forcément chercher aussi souvent et aussi de manière aussi lointaine dans les grandes amplitudes? Je ne suis pas convaincu non plus. Oui, je pense que de manière générale, le truc, c'est toujours d'avoir un petit peu plus de marge par rapport au mouvement qu'on pratique, tout simplement. Hein. Peut-être pas se forcer à non plus faire des grands écarts lestés à 50 kilos quand on est raide comme un bout de bois. Le tout, c'est d'avoir un peu de progressivité, quoi. Après, j'ai envie de dire, pour la plupart des personnes qui pratiquent notre sport, Oui. même tout le monde, personne va réussir à faire un grand écart lesté. C'est un peu bateau dit comme ça, mais on est dans un sport où on pratique régulièrement le mouvement. Comme tu l'as dit, le matin, on se réveille, on est un peu plus raide et tout. Donc déjà, avoir une routine qui est régulière, sur laquelle on s'étire, on cherche à pousser un petit peu les axes et tout, on va être dans ce cadre de préhab justement et dans ce cadre de préparation qui est bénéfique à notre sport. Mais je pense sincèrement que personne, bon allez, disons 5% parce qu'il ne faut pas aller dans les extrêmes, il va peut-être y avoir 5% des athlètes en force athlétique qui vont réussir à aller dans un extrême au point où ça nous aide plus en fait. Mais pour tout le monde, sinon les 95 autres pourcents, ça va être super important et super bénéfique de travailler ça. Je pense aussi que le piège, en fait, avec toutes ces méthodes de préhab, c'est qu'en fait, sur le court terme, tu vois pas forcément d'intérêt et que, en fait, faut le dire, hein, c'est aussi un sport qui est très jeune, la force athlétique, surtout le row, en fait, parce que l'autre, c'est un peu plus ancien. Mais du coup, tu vois des athlètes qui, en fait, tu sais, ils ont pas eu de blessure pendant 1 an, par exemple, en faisant du squat, bench, deadlift only, et ils se disent que bon, bah, c'est bon, si j'ai fait ça pendant 1 an, c'est que c'est bon, tu vois? Ils s'attendent à ce que la blessure, elle arrive comme ça du jour au lendemain, si tu fais un mauvais mouvement. Alors que non, je dirais, c'est comme tout, c'est des mauvaises habitudes qui se créent avec des déséquilibres qui peuvent s'accentuer au fur et à mesure du temps, qui augmentent le risque de blessure, si on peut dire ça comme ça, quoi. En tout cas, je pense, hein, redites-moi si, si On va aller sur les facteurs de risque. On va aller sur les facteurs de Vas-y, je risque t'en parce prie, que je t'en prie. Je sens que ça te justement, démange.
Non, justement, je pense que c'est pour avoir un petit peu regardé, on va commencer peut-être un peu avec les risques physio, mais ce que j'ai trouvé, c'est que on a vraiment du mal en fait à aller trouver des facteurs de risque. Et le seul que j'ai trouvé dans la littérature, et j'avais pu en parler aussi avec quelqu'un qui avait travaillé sur la thématique, mais le seul facteur de risque qui est clairement identifié et qui fait consensus, c'est la prise de stéroïdes anabolisants. C'est-à-dire que la prise de stéro augmente significativement la quantité de blessures par heure de pratique. Mais au-delà de ça, c'est assez bizarre, mais même dans d'autres sports, j'ai essayé de creuser un peu à droite à gauche. Les fameux injury prone athletes, ceux qui se blessent tout le temps, eh bien, on n'arrive pas trop à savoir pourquoi en fait. Et ça, je trouve que c'est quand même assez challengeant parce qu'en fait, on est sur un sport où pour performer, il faut éviter d'être trop blessé. Et en même temps, on te dit, ouais, mais on sait pas trop comment. Donc, je trouve qu'il y a un côté qui est assez, qui est assez intriguant. Parce que je pense que c'est pas un hasard si tout le monde s'intéresse autant à la blessure, c'est qu'il y a effectivement, plus tu augmentes ta pratique, plus tu as de chances d'aller vers une blessure. Quasiment, on s'approche des 100% au bout de 3, 4, 5 années de pratique, je pense. Et en même temps, on te dit, il faut la préhab, mais en même temps, on sait pas sur quoi se centrer. Donc, je trouve qu'il y a quand même un truc un peu difficile. Et c'est peut-être pour ça aussi, d'ailleurs, que il y a un peu des équipes qui se forment aussi, peut-être pour essayer de se positionner un peu par rapport à ça. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais. Bah, personnellement, c'est pas tiré de littérature, il n'y a pas d'études sur ça ou quoi. Là, je vous parle au feeling, on va dire, et de façon empirique. Mais en fait, plus un athlète, enfin si, ça c'est sourcé, plus un athlète va progresser et plus il va être fort, plus il va avoir besoin d'un stress important pour continuer à progresser. Ça, c'est quand même la base de notre sport. Et en fait, on a tous une capacité de récupération, on a tous une capacité de travail. Et à un moment dans la carrière d'un athlète, on va arriver à un point où notre besoin en stress pour continuer à progresser, il va dépasser notre capacité de travail et notre capacité de récupération. Et ce point, il arrive plus ou moins rapidement et on ne le voit pas forcément arriver. Donc, je pense qu'il y a déjà cette part-là qui est super importante. Et c'est pour ça aussi que c'est super important de travailler sa capacité de travail de manière générale. C'est pour ça que bosser son cardio en force athlétique, c'est pas forcément débile. Euh, on va peut-être y venir après, mais de manière générale, pour augmenter sa capacité de travail, il va falloir peut-être partir sur un format donné. Moi, j'aime bien bosser de cette façon-là. Tu me diras ce que tu en penses, Pierre-Eddy. Mais je pars sur un format donné, donc on imagine 4x6 sur un squat. La semaine d'après, on va partir sur un 5x6. La semaine d'après, sur un 5x7 peut-être. Et ainsi de suite. On ne va pas chercher forcément à progresser en charge à proprement parler. Si on peut gratter en kilos, pourquoi pas. Mais le fait d'augmenter le volume et du coup le tonnage, ça va avoir un vrai impact et plutôt rapide, pour être honnête, de façon empirique, sur notre capacité de travail. Et on va voir que sur la première semaine, sur le 4x6, on va être assez essoufflé à la fin de la première série. On va devoir prendre un temps de repos assez important entre chacune des séries pour pouvoir valider le format. La semaine d'après, sur une série de plus, on va voir qu'on est beaucoup plus à l'aise. Notre récupération inter-set, intra-set, elle sera beaucoup plus rapide. Et ainsi de suite, en fait. Et c'est un cercle vraiment vertueux. Mais je vois pas beaucoup d'athlètes travailler comme ça. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant aussi d'en parler. Je me suis peut-être un peu éparpillé, mais au final, si on prend le temps de travailler sa capacité de travail et augmenter sa capacité de récupération, derrière, on va pouvoir s'adapter à ce besoin permanent de stress en plus, en fait. Vous pouvez parler. Hein. Ce que je trouve rigolo, c'est que tu parles de faire du cardio et après tu dis je fais du 6 reps ou du 7 reps et je me dis, c'est ça le cardio, d'accord. Non, je parlais de cardio de façon générale. Moi, par exemple, je fais du SV1 et c'est pas trop mal pour accélérer la récup. J'attendais ton avis là-dessus. Alors, sur l'aspect programmation, honnêtement, je pense que vous êtes plus compétent que moi, hein, parce que moi, je suis pas coach, je suis pas ni coach ni préparateur physique. Maintenant, sur l'aspect, clairement, la question de la gestion du volume d'entraînement, elle est centrale en fait dans ces questions de blessures. C'est pour ça ce que tu disais, Roman, sur le fait que on identifie difficilement des facteurs biologiques qui sont des facteurs de risque de blessure, à part les stéroïdes. Effectivement, j'avais retrouvé la même chose. Ce qui d'ailleurs fait plutôt sens quand on y pense, les stéroïdes anabolisants, étant donné que ça nous permet de taper dedans de manière beaucoup plus importante. On peut s'imaginer qu'on rencontre plus vite nos limites quand on prend des stéroïdes que quand on n'en prend pas. Mais effectivement, après,
tout est une question de gestion du volume d'entraînement en général. Et d'ailleurs, pardon, dans la littérature scientifique en général, sur la prévention des blessures, c'est beaucoup là-dessus que ça se base en fait. C'est sur la gestion du volume d'entraînement et notamment les variations de volume d'entraînement avec des outils comme attention, anglicisme pourri, le Acute Chronic Workload Ratio. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc, voilà, le fait c'est une façon de mesurer le volume d'entraînement et la variation du volume d'entraînement avec le temps, qui est en gros, on va regarder quel volume d'entraînement on fait sur notre semaine comparativement à la moyenne des 4 dernières semaines. Ça nous donne un chiffre. Et on sait qu'en gros, si on est trop haut, on augmente nos risques de blessure. Et on sait que si on est trop bas, on augmente aussi nos risques de blessure. Ce qui colle un peu avec le fait que les grosses variations de volume d'entraînement peuvent être problématiques. Ce qui explique que dans beaucoup de sports, les gens se blessent en tout début de saison après qu'ils aient fait 2 mois sans rien foutre. Ou alors au moment où ils arrivent au match, où ils enchaînent les matchs, par exemple dans le foot, et où les mecs ils sont crevés. Et au bout d'un moment, il y a trop de volume d'entraînement. Enfin, voilà, c'est beaucoup autour de ça que ça tourne. Et donc, à partir du moment où on a compris ça, je trouve que ça permet de se relâcher un petit peu, pas de se relâcher, mais d'être un petit peu moins stressé sur certains trucs qui nous semblaient à la base très importants, du style, faut pas que le genou il dépasse la pointe du pied, quoi. Oui, c'est sûr. Moi, j'allais te dire, en fait, je suis hyper d'accord avec ce que tu dis. Juste, parce que c'est aussi quelque chose qu'on a remarqué, c'est-à-dire que de manière générale, des augmentations trop brusques, et là, même en dehors du volume, je pense que ce soit en termes d'amplitude, d'intensité, etc., c'est toujours à partir du moment où le corps commence soumis à une problématique à laquelle il n'est pas prêt, tout simplement. Bon, bah là, on peut retrouver ce genre de lésion. Juste saoulé, moi, je suis pas hyper d'accord avec ton idée d'augmenter mais c'est pour une autre raison, le fait d'augmenter nécessairement le nombre de séries, surtout le nombre de répétitions au sein du bloc, parce que je me dis, après, ça rend la chose beaucoup plus difficile à traquer, beaucoup plus difficile à analyser d'un bloc à l'autre. Et après, surtout que quand on n'a pas tendance à traquer le nombre de reps et plutôt qu'on fonctionne au nombre de séries, ça devient beaucoup plus difficile, je pense, à gérer d'un bloc à l'autre, quoi. Quand tu commences à mélanger les modèles de progression, après, tu sais plus trop ce qui fonctionne pas. Déjà que c'est un peu compliqué, je me dis, on se rajoute un peu des difficultés pour. Ouais, ça se défend, de toute manière, on est dans la même team. Non, mais On traque tous le volume de la même façon, on a tous le même template. Mais je pense que même si ça va pas forcément de pair avec notre système de fonctionnement tel quel, notre méthode actuelle, je pense que rajouter une rep, en fait, ça va être plus contraignant sur le moment dans la série. Et c'est ça aussi qui va faire que tu vas bosser un petit peu plus ton cardio et que tu vas faire un effort qui se rapproche un petit peu plus de l'endurance que de la force, entre plein de guillemets. Donc oui, en soi, on pourrait faire seulement avec des séries, mais au bout d'un moment, je vais prendre mon exemple, mais que je fasse 4x6 ou 7x6, il y a de fortes chances que le RPE soit le même à la fin de chaque série, tu vois. Ouais, j'allais te dire, après, ça dépend de ton niveau technique, etc. Mais moi, c'était vraiment pas dans une optique de prévention ou quoi, c'est purement tracking des data, on sort un peu du thème. Ouais. Mais en soi, oui, c'est sûr, c'est un petit peu moins facile et joli à traquer, mais je pense que ça a son intérêt quand même de temps en temps. Alors, c'est vrai que là, vous parlez aussi du point de vue de gens qui font de la force athlétique pour lesquels c'est relativement facile, entre guillemets, de traquer le volume d'entraînement. Regardez dans d'autres sports, comme le foot ou le handball, allez traquer le volume d'entraînement, quoi. Mis à part dire, ils sont entraînés 4 fois dans la semaine, quoi. Et en fait, ils ont des trucs à haut niveau, ils ont des GPS sur eux, ils ont des trucs, des trucs de fou, mais sans en arriver jusque-là, il y a quand même moyen peut-être d'allier un petit peu ce que vous disiez tous les deux. Il semblerait, ça c'est un élément qui me semble important, et c'est peut-être un truc que tu voulais aborder, Roman, c'est que il y a clairement un lien entre la charge d'entraînement et le risque de blessure, ou surtout les grosses variations de charge d'entraînement et les risques de blessure, mais surtout, ça semble surtout être associé à ce qu'on appelle la charge interne, donc le RPE, et notamment un moyen en fait, de mesurer ou de traquer le volume d'entraînement, ça peut être de faire des trucs du style durée de la session fois RPE de la session, et ça vous donne un chiffre arbitraire. C'est un truc qui est proposé dans certaines publications, et ça c'est un truc qui peut être utilisé dans n'importe quel sport en fait. On fait la durée fois le RPE de la session, ça donne un chiffre arbitraire, et si on voit que ce chiffre il a tendance à augmenter de manière un petit peu trop rapide, ça peut être signe qu'il y a quelque chose qui se passe pas comme ça devrait se passer dans la programmation, quoi. Ou bien que la programme est un petit peu trop ambitieuse, ou bien qu'on n'arrive pas à suivre parce que, comme tu disais, il y a un moment où on récupère pas comme il faut et qu'en fait on est à des RPE 9 ou 10 à chaque fois là où on ne devrait pas, quoi.
Ouais, Et- j'aime bien cette façon de fonctionner. J'avoue que je m'en suis jamais servi et que c'est la première fois que j'en entends parler. Mais ça va de pair en fait avec ce qu'on disait dans notre podcast pourcentage versus RPE, où nous on voit plus le RPE comme un outil descriptif que prescriptif en fait. Donc ça va dans ce sens-là et je trouve ça intéressant. Moi, justement, j'allais juste me questionner sur le degré d'objectivité là-dessus. J'imagine qu'on peut largement associer ça à des pulsations ou à une difficulté perçue, etc. Mais je me questionne sur justement la capacité à avoir une donnée objectivable sur ce genre de méthodologie, quoi. Et bah, paradoxalement, dans certaines études, ça montre que ces données qui sont subjectives, elles sont paradoxalement plus fiables pour prédire les blessures que D'accord. certaines données qui sont objectives, ce qui m'a étonné, hein, comme bah ouais. justement le rythme cardiaque au repos, etc. Ok. C'est intéressant ça, ouais. Ouais, mais je trouve ça super intéressant et ça fait le lien. Tu parlais justement de charge interne, de charge mentale de manière générale par rapport à l'entraînement. Et moi, il y a quelque chose que effectivement j'espérais trouver quelque chose dans la littérature là-dessus, mais effectivement, moi j'ai remarqué que la plupart des blessures, elles venaient en fait d'une variation je dirais, de cette charge mentale aussi. C'est-à-dire, typiquement, tu as un athlète qui est très focus, il met beaucoup on va dire, de la force au cœur de sa vie, par exemple. Il va y mettre beaucoup de ressources, mais beaucoup de ressources psychiques. Et j'ai l'impression qu'en fait, les petites blessures qui arrivent sont souvent des trucs qui arrivent à force de plus avoir envie de s'entraîner autant. Donc la dernière rep, elle est un peu bâclée. Donc le temps de repos, il est un peu skippé. Et j'ai l'impression qu'en fait, on est sur un sport, comme tu dis, où on peut très bien traquer parce qu'on ne fait rien d'autre à côté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de variable. Si on fait 7 reps, on fait 7 reps. On ne fait pas 42 minutes de match ou 41 minutes. On est vraiment sur du 7 reps. Et j'ai surtout l'impression qu'en fait, on n'arrive pas à les trouver parce qu'à mon sens, c'est plutôt des variables psycho, en fait. C'est plutôt des variables subjectives. Bon, malheureusement, les études sont assez rares là-dessus, hein, mais je me demande si c'est peut-être pour ça qu'on n'arriverait pas à les trouver, en fait. Parce que le workload, on sait le mesurer, hein, une charge, une amplitude, une vitesse. Bon, globalement, on sait à peu près mesurer ça. Mais au-delà de ça, je me dis effectivement, c'est peut-être pas délirant finalement que les données subjectives prédisent mieux la blessure, en fait. Ça me semble, finalement, c'est vrai que ça me semble quand même assez rationnel, finalement. Alors attends, dans mes notes, je peux retrouver. J'ai tout un truc sur les facteurs psychosociaux des blessures. Ouais, mais facteur psycho des blessures, on va pouvoir en parler aussi parce que j'ai été lire quelques méta-analyses là-dessus aussi. Et je pense qu'il y a des trucs intéressants. Enfin, moi, j'ai essayé d'aller aussi sur des choses très pragmatique pour essayer de voir un petit peu ce qu'on savait. Bon, déjà, un truc qui est clair, hein, c'est qu'il y a certains auteurs, je mettrai les papiers dans la description, on fera un petit recueil aussi de ce sur quoi on s'appuie si vous avez envie d'aller lire, mais il y a certains papiers qui suggèrent justement qu'il n'y a pas de variable psychologique clairement identifiable, mais que c'est simplement c'est justement, il y a Astrid Junge qui a travaillé là-dessus, il n'y a pas le fait il n'y aurait pas d'injury prone athlete et qu'en fait, ce serait beaucoup plus une question de réaction à un stress donné à un moment donné. Donc, ça ne serait pas dispositionnel, mais ça serait situationnel. Et ça, c'est vachement intéressant parce qu'en fait, là, le modèle biopsychosocial, eh bien, en fait, tu te rends compte qu'il devient. L'aspect psycho, c'est pas ce que t'es, c'est comment tu analyses vraiment la situation qui est en train de se passer. Et ça, je pense que c'est assez intéressant. Et c'est un truc qui revient souvent, c'est la réaction au stress. C'est-à-dire comment tu vas tolérer un nouveau stress qui émerge. Et je pense que c'est ça qui pose problème quand tu as des variations de volume, variations d'intensité. C'est que tu as un nouveau stress qui n'est pas encore identifié et que tu vas devoir gérer, en fait. Et je pense que ça, c'est vraiment une variable psy qui est importante. Voilà, je vous remercie pour mon monologue. Je vous souhaite une bonne soirée. J'étais en train d'analyser un petit peu. Ouais, moi aussi, pareil. Là. Et je vous donne les 5 qui ressortent de la littérature, hein, sur certaines méta-analyses sur le power. Moi, j'en ai 5, c'est la réaction au stress. Donc, à quel point le stress peut prendre de la place justement c'est lié à des traits de personnalité qu'on appelle le névrosisme et c'est lié aussi tout simplement à ce qu'on appelle les stratégies de coping. Il y a l'anxiété. On sait que l'anxiété a un lien avec la blessure. Donc, plus tu es anxieux, plus tu augmentes ta probabilité de blessure. Il y a le locus de contrôle externe. Ça, c'est un truc que je trouvais hyper intéressant. C'est-à-dire, est-ce que tu attribues ce qui est en train de t'arriver à des facteurs internes ou des facteurs externes? Et globalement, si tu l'attribues à des facteurs externes, tu as plus de chances de te blesser et tu es moins bon en général sur ta réhab. Donc ça, c'est super intéressant. Donc en gros, si tu te responsabilises, tu risques moins de te blesser. Mais il y a quelque chose qui est paradoxal, je vais vous le dire après. Il y a l'estime de soi aussi. Donc bon, l'estime de soi, bon, assez classique, hein, mais plus tu crois que tu es capable de faire quelque chose, potentiellement moins tu te blesses, et plus tu réussis. Mais quelque chose que je trouvais vachement intéressant et qui, justement, j'étais étonné de rien trouver sur le power là-dessus, c'est la tendance à la prise de risque qui est corrélée avec la blessure. C'est-à-dire que plus tu as tendance à prendre des risques,
On est d'accord, plus tu as tendance à te blesser. Et moi, je me dis d'un point de vue power très concret, c'est à quel point tu pousses la machine et à quel point tu overshoot aussi. Et je me dis d'un point de vue très pragmatique, est-ce que ça se traduit pas dans le power par des overshoots, par vouloir avoir des objectifs trop hauts et que finalement tu fais des essais que tu n'aurais pas. Enfin, des choses qui seraient vraiment des choses vérifiables en fait, qu'on arriverait à objectiver un peu par la suite, quoi. Voilà Ouais, pour la petite liste. j'allais te dire, c'est un peu compliqué, je pense, mais même outre le fait que bah, quand tu te retrouves à overshoot ou en tout cas en faire plus que ce que ton coach et toi avait planifié, tout simplement, il y a aussi le fait d'être. Enfin, du coup, il y a cette notion de le corps n'est pas préparé au stress. Et il y a aussi le fait que bah, potentiellement le coach est peut-être un peu moins au courant et que du coup, si on est déjà sur une limite donnée, bah, on passe au-dessus et forcément, du coup, on va au-delà de la dose de stress qui avait été planifiée de prime abord, quoi. Je pense que tu peux retrouver un peu ces deux trucs-là. Et par contre, quelque chose qui m'a amusé un peu, c'est que du coup, je trouve, enfin, tu nous as annoncé deux trucs qui étaient un petit peu contradictoires. C'est que dans un premier temps, il y avait notamment cette propension au risque qui pouvait augmenter les facteurs de blessure. Et à côté, ce que je trouve un petit peu paradoxal, même si finalement ça fait sens, c'est cette notion d'adhérence, de ce que j'ai compris, où tu sais, tu disais, bon, plus l'athlète se lasse, plus il a tendance à se blesser, parce que finalement, on se dit que bon, bah, augmenter les risques et avoir une adhérence qui baisse, généralement, c'est pas des choses qui vont bien ensemble. Tu vois, quand tu as tendance à modifier un petit peu le training, etc., tu vas sur quelque chose d'un petit peu différent. Et donc, potentiellement, l'adhérence monte, hein. Après, évidemment, c'est extrêmement dépendant au cas par cas. Je pense qu'il n'y a rien de plus individualisable que l'adhérence. Mais voilà. T'avais d'autres facteurs que tu avais identifiés, Pierre-Ali, en tout cas, qui, toi, te semblaient potentiellement intéressants? Alors, bah, tout ce que tu m'as dit, ça me semble plutôt cohérent, hein. Et ce qui est toujours intéressant, c'est que la plupart de ces facteurs de risque de blessure on les retrouve aussi dans les facteurs de risque de douleur. Et Ouais, c'est c'est toujours ça. la question, c'est qu'est-ce qu'ils ont étudié dans ces études? Qu'est-ce qu'ils mettaient comme définition de blessure, en fait? Est-ce que c'est j'ai mal ou est-ce que c'était vraiment des lésions tissulaires? C'est toujours un peu le problème avec ce genre d'études, c'est que les définitions sont pas toujours bien claires ou pas toujours les mêmes. Dans les trucs que j'avais vus, moi, j'étais tombé sur quoi? C'était pas du tout spécifique au power, hein, pour le coup. Moi, j'avais regardé un petit peu de manière générale sur les facteurs de risque de blessure dans le sport en général. Il y avait un truc que j'ai trouvé intéressant, c'était notamment, c'est une revue systématique de 2021 qui expliquait que le fait d'être moins satisfait de ce qu'on a fait au cours des dernières semaines, ça pourrait avoir tendance à augmenter le risque de blessure par sursollicitation, de overuse. Ah, c'est Le, intéressant, le ça. côté putain, je suis pas content de ce que j'ai fait, donc je vais taper dedans encore un peu plus. Ouais, ouais, ouais. Ça, je trouve ça plutôt intéressant. Euh, Il y avait le fait, bah ça c'est pas totalement étonnant, hein, le fait d'avoir une motivation compétitive. Là aussi, il y a le côté, bah, on a envie d'être le meilleur, donc parfois on va faire des sacrifices, on va tout donner pour y arriver. Donc bah, des fois, bah, forcément, à tout Ça se donner, paye. on rencontre des limites. La dépendance à l'exercice, alors ça, je sais pas comment c'est mesuré ça, la dépendance à l'activité physique. Ça augmente tout ça, les risques. Ah oui, ça c'était un truc spécifique sur les blessures de sursollicitation, hein, sur les overuse. Donc, D'accord. toujours pareil, overuse injuries, donc c'est vraiment le fait de faire trop et de pas assez récupérer, quoi. Donc tout ça, c'est plutôt cohérent globalement. Et là aussi, ben, un stress de vie négatif, clairement, c'est des choses qui vont avoir une influence sur l'apparition de blessures dans ces douleurs. Et en même temps, c'est un facteur de douleur énorme, donc ça m'étonne pas trop non plus. Et du coup, à ce moment-là, comment est-ce qu'on fait pour dissocier la douleur de la blessure dans ces trucs-là? Bah, dans ces études, je ne sais pas s'ils l'ont fait, c'est bien le problème. Hmm. C'est bien le problème. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de la définition de blessure, mais c'est vrai que très souvent, la plupart des sportifs, ils partent du principe que dès qu'ils peuvent plus s'entraîner normalement, ils vont appeler ça une blessure. Et comme je disais, théoriquement, il y a un éditorial qui était paru il n'y a pas très longtemps, en 2020, je crois, où justement il disait qu'en l'absence de traumatisme, s'il y a une douleur qui apparaît en l'absence de traumatisme, il ne faut pas supposer qu'il y ait une lésion tissulaire.
Sauf s'il y a des symptômes évidents du style un énorme hématome qui apparaît ou une déformation, voilà. Mais s'il y a une douleur qui apparaît, qu'il n'y a pas de traumatisme et qu'il n'y a pas de symptômes visuels particuliers qui fassent évoquer une lésion tissulaire, il ne faut pas supposer qu'il y a une lésion tissulaire et il ne faut pas la traiter comme telle. Parce que, en fait, je vais vous dire un truc. Ce nocebo. Alors en fait, le truc, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que la douleur, c'est un mécanisme de protection qui est normal et qui est bénéfique, en fait. Sauf que tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va percevoir qui va augmenter le niveau de menace perçue, va augmenter notre douleur. Et donc, si on est persuadé qu'on a quelque chose d'abîmé alors que c'est pas le cas, on aura potentiellement plus mal et on aura potentiellement plus de mal à en sortir, en fait. Et c'est typiquement le genre de truc qu'on retrouve chez les gens qui développent des douleurs persistantes. Et ça, j'en vois, mais toutes les semaines au cabinet, des gens qui ont mal et qui sont persuadés qu'ils ont quelque chose d'abîmé, alors que, dans beaucoup de cas, c'est pas le cas. Il y a de la douleur, mais il n'y a pas ou il n'y a plus de lésion. Peut-être qu'il y a eu une lésion à une époque, mais que depuis, ça a cicatrisé et que la douleur, c'est d'autres mécanismes qui l'entretiennent. Et réussir à faire cette différence entre avoir une douleur et avoir une lésion tissulaire, ça a beaucoup d'intérêt pour permettre aux gens, justement, dans certains cas, de pouvoir refaire certaines activités, quitte à ce qu'elles soient un peu douloureuses, parce que des fois, ça peut être nécessaire de refaire des exercices qui sont un peu douloureux pour pouvoir s'en sortir. Donc voilà, spécifiquement dans le sport, l'idée, c'est s'il n'y a pas de traumatisme et s'il n'y a pas de signe évocateur de lésion tissulaire, il ne faut pas supposer qu'il y a une lésion, parce qu'a priori, il n'y a pas de raison qu'il y en ait une, quoi. Et la douleur peut apparaître autrement, quoi, sans qu'il y ait de lésion. Oui, excuse-moi. Non, t'inquiète, j'allais dire, à ce moment-là, est-ce que quand il y a une lésion, le processus de réhab, si je peux dire, il doit être différent ou pas? Est-ce que tu penses que justement, je vais te dire une bêtise, quelqu'un qui aurait des douleurs extrêmement prononcées au dos et on le compare avec une autre personne qui, par exemple, aurait des douleurs, mais on a vu au scan, par exemple, qu'il y avait une hernie. Est-ce que le processus de réhab, est-ce que la réathlétisation, si on peut dire, elle doit être différente ou pas? Je manque d'informations pour répondre à ta question. Parce qu'en fait, les hernies sont la plupart du temps asymptomatiques et la plupart des gens ont des hernies sans le savoir. Donc, quelqu'un qui vient, qui a une douleur et à qui on a trouvé une hernie, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est sa hernie qui lui fait mal? Et c'est pas toujours le cas. Et en fait, c'est beaucoup en fonction de ça que ça va dépendre. Mais en fait, on en revient souvent à la même idée, c'est il faut voir ce que la personne est capable de faire et commencer là où elle peut. Et si elle peut à peine bouger, c'est sûr qu'on va pas lui mettre une barre avec 100 kilos sur les épaules, quoi. Par contre, si elle est capable de bouger et on peut essayer de la charger progressivement et voir comment ça réagit. Mais s'il y a une hernie qui a été vue à l'IRM, souvent c'est que la personne elle est dans un cheminement médical ou paramédical, peut-être suivi par un médecin, kiné ou autre. Et à ce moment-là, il faut voir ce que disent ces professionnels de santé-là, en fait. Voilà, voir si c'est effectivement lié à cette hernie ou pas et voir ce qu'ils en disent. Mais du coup, même si, supposons qu'on sorte, je suis désolé, Soulé, supposons qu'on sorte du cadre de la hernie et que, par exemple, je pense à un genou ou quoi, est-ce que si vraiment il y a une lésion ou juste une douleur, tu penses qu'il faut faire une différence dans la manière dont on met en place le processus de guérison? Alors, il y a certaines lésions qui vont nécessiter des trucs très spécifiques, qui vont beaucoup dépendre de la kinésithérapie, pour le coup. Et je ne suis pas kiné, je ne suis que ostéo. Maintenant, c'est un truc que j'ai abordé dans la vidéo que j'avais faite en septembre 2022, où je parlais de continuer à s'entraîner quand on est blessé. Et en fait, c'est un truc que j'ai découvert en écrivant cette vidéo et en discutant avec des kinés, c'est que même quand il y a une lésion tissulaire, arrêter de s'entraîner totalement est rarement une bonne idée. Parce que déjà, on peut toujours adapter l'entraînement sans solliciter la zone qui est lésée. Et quand c'est faisable, autant le faire parce que ça permet de continuer à entretenir d'avoir plein de bénéfices liés à l'activité physique. Et dans certains cas, remettre de la charge adaptée assez rapidement sur la zone lésée, ça aide à la cicatrisation. Et ça, j'en parle dans ma vidéo avec un kiné que je connais, qui m'expliquait que par exemple, des gens qui se font opérer, qui se font poser une prothèse de genou, on les fait marcher le jour même. Il y a une époque où on ne le faisait pas, et maintenant on se rend compte que le fait de les mettre debout le jour même, de remettre de la contrainte sur les tissus, ça récupère mieux en fait. Toute la difficulté, c'est de savoir quelle est la lésion et quelle est la contrainte qui est adaptée. Et ça, c'est clairement un boulot spécialisé, celui de kiné, quoi. D'accord, ok. Ce que j'allais dire dans le processus de réhab, moi, de prime abord, j'aurais pas été tenté nécessairement de faire une différence entre le fait est-ce qu'il y a une lésion ou pas, simplement voir où est le point de départ et ensuite chercher à reprendre, comment réadapter le corps avec un processus de stress croissant, que ce soit par l'amplitude, la charge, etc. Mais donc voilà, c'est une question que je Non, mais en fait, t'as raison, parce qu'au final, dans les deux cas, la douleur va souvent être là pour nous rappeler à l'ordre si on fait un truc qui va pas, quoi. Donc en fait,
dans les deux cas, le fait de mettre en charge de manière adaptée, progressive, sera nécessaire. C'est juste que ça ira vachement plus vite souvent quand il n'y a pas de lésion que quand il y a une lésion, quoi. D'accord, ok. Mais au final, le mécanisme et le protocole Ouais, est c'est souvent sensiblement le même, quoi. Tout à l'heure, Soulé, je t'ai coupé la parole. Non, Vas-y. mais t'as posé la question que je voulais poser, en fait. Ok. Donc, c'est tout bon. Et si je peux rajouter juste une précision très courte, je disais le Vas-y, protocole vas-y. est sensiblement le même, qu'il y ait une lésion ou pas, mais je pense que c'est quand même important pour la personne qui a mal de savoir si ou non il y a une lésion, parce que c'est important de savoir quand on a une douleur sans lésion, je pense, parce que ça permet d'avancer, d'aller de l'avant peut-être plus facilement, je trouve. Et à ce moment-là, s'il y a potentiellement une lésion mais qu'il n'y a pas de douleur, est-ce qu'il faut lui préciser qu'il y a une lésion ou pas? Bah non. Bah, ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que sinon on risque de la nocebo aussi, et du coup de créer quelque chose derrière, non? Oui, tout à fait, parce que tout dépend ce qu'on appelle lésion, mais la plupart des trucs qu'on voit à la radio sont des vieillissements normaux des tissus, hein. Mmh. On fait Ok. passer une radio à quelqu'un de 35 ans, on lui trouve de l'arthrose, on lui trouve des disques abîmés. Voilà. Maintenant, on dit c'est des cheveux blancs, des articulations, en fait, hein. C'est le vieillissement normal des tissus. Et en je fait, vous dis si pas, on... j'ai 2-3 poils blancs à la barbe, donc j'ai probablement 2-3 cheveux blancs dans ma radio aussi si j'en fais une, quoi. Ce que j'allais te dire, en plus, ces gars-là, j'imagine que c'est pareil, hein, au même titre que ce que tu disais sur les hernies, il suffit que tu lui dises qu'il a une hernie, il le savait pas, et en fait, le lendemain, il va avoir mal au dos, quoi. Donc, Ouais. Moi, j'allais dire, je suis un petit peu dans le cas contraire. Quand je sais qu'il y a une lésion, ça me rassure parce que je sais que au final, je vais me débarrasser de la lésion et ça va partir. Alors que quand il n'y en a pas, dans un certain sens, on peut se dire, ok, mais si j'ai pas de lésion, pourquoi j'ai mal? Et là, on rentre dans une sorte de cercle vicieux parfois. Notamment quand j'ai traîné une tendinite patellaire pendant plus d'1 an. Mais voilà, je voulais juste rebondir là-dessus parce que je trouvais ça marrant. Pour moi, lésion égale solution, et quand il n'y en a pas, c'est un petit peu plus complexe en fait. Ouais, c'est intéressant. Ah, mais je suis d'accord avec Soulé aussi, parce que tu as pas mal de patients que tu as en suivi traitement de la douleur chronique, où justement ils aimeraient avoir une réponse claire sur une lésion. Mais en fait, c'est les mécaniques de renforcement. Enfin, je veux dire, si on fait une analyse fonctionnelle un peu poussée, on se rend bien compte qu'en fait, que c'est le processus au moment où il y avait peut-être une lésion qui a laissé sa marque, mais sans cette lésion, et que parfois, effectivement, il y a un peu cette quête de bah, dites-moi ce que j'ai, dites-moi où ça va pas, et comme ça, on opère, on enlève, on nettoie, et c'est réglé, quoi. Et se Tellement rendre ça compte à marchait. quel point, justement, ouais, voilà, et que il y a quelque chose qui est très difficile là-dessus sur la blessure, parce qu'on le sait tous, et même nous, quand on est blessé, hein, on a l'impression que justement, enfin, il y a beaucoup de choses théoriques qu'on sait maintenant, et qu'en fait, quand on est en train de le vivre, c'est vrai que c'est très difficile, je dirais, d'arriver en fait à garder justement cette rationalité qu'on peut avoir sur d'autres aspects. C'est clair. surtout, c'est ce que j'allais dire par rapport à Souley. En fait, j'étais à deux doigts de me moquer de lui. En fait, je me suis rappelé que ce que j'ai eu au dos, là, tous les exemples qu'on a donnés, je les ai trimballés pendant 2 ans, en fait. C'est-à-dire que, tu sais, au début, ça va pas, du coup, t'en fais plus pour surcompenser. Tu te dis, ouais, mais du coup, ça va aller, je vais m'adapter. Après, je voulais pas faire de scanner ou quoi, parce que je me suis dit, ouais, je pense pas que ça fasse une grosse différence dans la réhab. Par contre, si je vois que j'ai une grosse lésion ou quoi, ça va me faire peur, et du coup, je vais me dire, ok, il faut pas que je bouge ou je sais pas quoi, alors que bon, j'aurais été convaincu qu'il fallait faire l'inverse, mais bon, je sais pas comment j'aurais réagi à ça. Donc, ouais, au final, je me rends compte c'est extrêmement multifactoriel, et c'est vrai qu'il y a un impact psychologique sur la blessure qui est vraiment clé en fait dans la guérison. Et à partir du moment, bizarrement, j'ai l'impression qu'à partir du moment où tu commences à avoir des légers progrès, tu te dis ah c'est bon, je suis en train d'en sortir, et d'un coup ça va beaucoup mieux en fait. Il suffit d'avoir un tout petit Ouais. truc qui change, et en fait, t'as cette espèce de gratification instantanée qui te permet de voir un peu plus loin à l'horizon. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tout ce qui augmente le niveau de menace t'augmente ta douleur, et dès que tu es un peu rassuré, hop, Ouais, c'est c'est vachement moins ça. Et mal. d'un coup, tout va mieux, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est assez, ouais, c'est assez dingue justement à quel point on le sait, mais quand tu es en train de le Ah vivre, bah tu oui, vois, mais ce c'est truc ça. de c'est impossible quoi. Tu prends pas le petit progrès que tu peux faire, et c'est vrai que ça peut amener à des choses qui se chronicisent un peu en fait. Ça Et c'est du coup, clairement un problème. si tu avais, on va dire, je sais pas, un chiffre au hasard, 3 conseils à donner à quelqu'un qui vient de se faire mal, Pierre-Élie, un pratiquant de force athlétique, du coup, qu'est-ce que tu lui recommanderais? 3 conseils à partir du moment où il s'est fait mal. Attends, vous auriez dû me prévenir, j'aurais dû préparer mon truc avant. Non, on peut couper, Non, il t'inquiète. faut que ce soit il faut que ce soit Attends, spontané. C'est pas grave si c'est pas. je réfléchis. Non, la première chose, je dirais, ne paniquez pas, quoi. Prenez du recul un petit peu, essayez d'analyser un peu la situation, savoir qu'est-ce qui s'est passé.
Bon, déjà au début, ça fait mal, donc on a du mal, comme on disait, à analyser la situation. L'objectif, c'est déjà de trouver un moyen, de voir si on arrive à modifier les symptômes, en fait. Concrètement, ça veut dire, très souvent, on a mal à un endroit, il y a un mouvement qui va faire mal. L'idée, c'est d'essayer de voir si on arrive à mobiliser la zone un peu différemment, pour essayer de diminuer la douleur. Alors, il y a des articulations pour lesquelles c'est plus compliqué que d'autres. Concrètement, un genou, on n'a pas 50 façons de le bouger. Le dos, c'est un petit peu plus facile. Mais voilà, la première chose, c'est prenez un peu de recul pour essayer d'analyser ce qui s'est passé. Essayez de trouver un moyen de désensibiliser le truc, donc en essayant de bouger un peu différemment. Ça peut être en faisant des exercices un peu différents, ou en essayant de faire des étirements, pourquoi pas, ou en essayant de mettre même, enfin, n'importe quoi qui peut calmer le truc, hein, du chaud, du froid. Enfin, l'objectif, c'est déjà de trouver un truc qui soulage. Et puis, si vous avez un doute, allez consulter, quoi. Ouais, nickel. Voilà. J'allais dire, Mais sachez que la plupart du temps, ça se passe bien, quoi. On arrive à trouver une solution, et parfois ça prend du temps, mais on arrive à trouver une solution. Je pense que ça va faire du bien à certains d'entendre ça en vrai. J'allais dire, on pourra prendre l'extrait et dire que Pierre-Élie recommande de mettre du froid quand on se blesse. Ça y est, ça va détendre ça. Non, Il est pas evidence-based, les études ne servent à rien, C'est ça. Non, en vrai, honnêtement, enfin, je veux dire, même peu importe ce que disent les études, j'ai envie de dire, quand on a mal, on tente, quoi. Ah non, mais bien sûr, je suis entièrement Voilà, c'est sûr. on tente, et après la question, c'est est-ce que c'est optimal ou pas. Effectivement, c'est discuté, la question de la glace. C'est discuté et discutable. Mais justement, je conclus juste là-dessus, mais ça fait une boucle avec le dernier post qu'on a fait sur Telegram sur le fait à toujours vouloir chercher le truc optimal. En fait, les athlètes font plus rien. C'est-à-dire, à force de dire ouais, mais la glace ça sert à rien, ouais, mais le chaud ça sert à rien, ouais, mais les étirements ça sert à rien, mais la mobilité ça sert à rien. Donc en fait, tu fais ta séance, tu rentres chez toi, tu te mets dans le noir, tu t'arranges dans ton lit, et puis c'est tout. Tu bouges plus. Parce que ça sert à rien de toute façon, donc ne le fais pas. Donc ouais, je pense que c'est un gros problème. Je pense qu'on a fait globalement le tour, sauf si Souley a quelque chose à rajouter. J'ai levé le doigt comme à l'école. Ah, c'est bien, dira c'est bien. pas. On n'oublie pas. Vas-y. Ouais, non, juste, on n'est pas passé sur le côté technique en fait. Eh oui. C'est quand C'est même vrai. une part importante, je pense. On va C'est parler vrai, encore c'est 20 vrai. Non, mais minutes. t'as raison, c'est vrai. Donc moi, juste pour initier le truc, je pense pas qu'il y ait de mauvaises techniques, vraiment mauvaises dans le sens où quand on l'a fait et qu'on l'a fait régulièrement, on se blesse. Ce qui va entraîner la blessure, c'est l'augmentation du volume et du stress, enfin de manière générale, ce qu'on va infliger à notre corps en fait. Mais par contre, ce qui va être important, c'est la dégradation de la technique. Si ta technique, toute ta vie, t'as tiré avec un dos rond au soulevé de terre, c'est pas grave. Et comme l'exemple que t'as donné, Pierre-Élie, au début du podcast, par contre, si t'as tiré dos droit toute ta vie et qu'au moment de faire un max, là, t'arrondis ta colonne sous la charge, là, il y a de fortes chances que ça se passe mal. Donc, après, ça veut pas dire qu'on doit s'entraîner n'importe comment, parce que, encore une fois, il faut prendre en compte tout ce qui est optimisation technique. Nous, notre but, c'est pas juste de tirer et de pas se blesser. Notre but, c'est de tirer et de performer. Donc ça, c'est quand même à garder au centre de tout ça. Mais on va chercher à optimiser, mais sans pour autant se mettre la pression sur ok, c'est recommandé pour la performance d'arrondir le haut du dos, mais si j'arrondis mon haut du dos, je vais me faire une hernie thoracique. Donc, il faut rester, faut garder la tête sur les épaules, j'ai envie de dire. Faut essayer et il faut faire les choses bien et progressivement. Et à partir du moment où on fait les choses progressivement et qu'on n'a pas de grosses variations de stress, comme on l'a dit tout à l'heure, que ce soit sur la technique, sur les axes ou bien sur le volume et l'intensité, logiquement, ça devrait bien se passer. J'ai rien à ajouter. Non, mais je pense qu'il y a tout, hein, progressivité, et justement la répétabilité du mouvement vaut plus que la technique parfaite, quoi. C'est-à-dire que si tu répètes un mouvement et qu'à un moment donné tu misgrooves, c'est le misgroove qui te fait mal. Tu peux pas dire que c'est là. En fait, je pense que c'est même juste pas du tout, c'est pas du tout rationnel en fait de se dire il y aura une position dans laquelle bam, il se passe un truc. Effectivement, mais je pense que un truc qu'il faut pas oublier aussi, et je sais pas si tu seras d'accord là-dessus aussi, Pierre-Élie, c'est que certaines positions, justement, peuvent encaisser moins de stress. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'elles sont, entre guillemets, dangereuses. C'est parce que si tu tires avec un dos hyper rond, que tu tires, justement, à mon sens,
le stress que tu peux encaisser dans cette position, il est moindre en fait. Donc c'est pas la position qui est dangereuse, c'est ton capital, on va dire, utilisation de cette position qui est plus bas. Et c'est pour ça, et ça je pense d'un point de vue de programmation, ça se voit. Quelqu'un qui tire dos très très rond, qui tire vraiment typiquement le dead tradi de bourrin full dos rond, et bah, tu vois bien que de manière générale, il arrive à moins encaisser de volume qu'un sumo dos droit, hyper écarté avec peu d'amplitude. Et je pense qu'en fait, on revient toujours à une question de gestion de la ressource et de la récupération. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Pirelli, mais. Oui, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. En fait, c'est un débat que j'ai suivi bien avant de m'intéresser au domaine du sport, mais dans le milieu du traitement de la douleur, il y a un peu les deux écoles historiques de il faut se tenir bien droit, il faut faire les mouvements de telle manière. En gros, c'est un peu l'idée selon laquelle il y aurait une bonne et une mauvaise façon de bouger qui a directement influencé les recommandations qu'on entend souvent pour prévenir le mal de dos, quoi. En mode, faut plier les genoux, faut garder le dos droit. Recommandations qu'on sait aujourd'hui être totalement dépassées. Je parle là de la vie quotidienne et des recommandations pour monsieur, madame, tout le monde. On sait aujourd'hui que ce genre de conseil est totalement pas pertinent. Et donc ça, c'est une vision qui s'appelle, attention, c'est un gros mot encore, le modèle kinésiopathologique. En gros, l'idée, c'est que voilà, il y a une bonne et une mauvaise façon de bouger. Et il y a une autre vision qui est plus optimiste du mouvement, qui dit que voilà, notre corps est capable de s'adapter. Tout est une question de progressivité. Et spécifiquement dans des sports comme la force athlétique, avoir une optimisation technique pour des raisons de performance, c'est une chose. Considérer que tout ce qui s'écarte de ça est forcément mauvais en termes de blessures, c'est une autre question. Et en fait, on n'a actuellement pas de preuve que ça soit mauvais d'avoir les genoux qui dépassent, d'avoir le dos qui s'arrondit, etc. Même si effectivement, on est d'accord qu'une colonne full fléchie, elle peut probablement encaisser moins de contraintes qu'une colonne modérément à beaucoup fléchi. Je dirais jusqu'à 75-80% de flexion lombaire, par exemple, ça gère le truc quand même vachement bien. Ouais. Voilà. J'ai envie de faire l'avocat du diable et de changer un peu, de dire que finalement, pour moi, il y a quand même une forme de technique qui, pour moi, peut être un petit peu plus dangereuse. C'est, étant donné qu'en force athlétique, on est toujours sur des mouvements où on doit se gainer énormément. Je pense que tous les patterns, voilà, je pense surtout au soulevé de terre et au squat en fait, mais des patterns sur lesquels tu vas être moins solide sous la barre globalement, tu vas avoir tendance à avoir une position qui se déforme plus. On retourne dans toute cette dynamique de tu as plus de chances de faire dévier ton mouvement et donc tu as plus de chances de revenir sur quelque chose qui est inhabituel. Tu vois, autre chose aussi très bête, mais un athlète qui a tendance à avoir une très mauvaise dépression scapulaire au développé couché, qui a les épaules qui sont sorties et qui peuvent se balader sur le banc, il a plus de chances de se retrouver avec un angle qui est moins propice à encaisser le stress, en fait, tout simplement. Mais parce que c'est un mouvement qui n'est pas maîtrisé à ce moment-là. Oui, c'est ça, exactement. Voilà, c'est ça. Mais à ce moment-là, le problème, c'est pas la technique, c'est l'absence de technique, en fait. Oui, ouais, c'est ça. En fait, c'est l'absence d'une technique stable, quoi. C'est surtout ouais, ça voilà, c'est ça, clairement. Ouais, j'allais dire, du coup, tu fais pas du tout l'avocat du diable, en fait. Ouais, mais en fait, je voulais quand même insérer mon petit grain de sel pour dire que s'il y a une technique qui va pas, tu vois. Non, mais on est d'accord qu'il y a certains mouvements qui peuvent être problématiques. Mais la question, c'est... En fait, la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'a priori, les choses qui sont optimales d'un point de vue performance, notamment, tu parlais du bracing, de stabiliser la colonne, etc., il s'avère que ça nous... Travaille sur ta technique pour améliorer les performances. Si tu te sens bien et que tu vas progressivement, ça va bien se passer, même si tu as ton dos un peu arrondi ou même si tu as tes genoux qui rentrent un peu à l'intérieur, tu te sens bien, c'est cool, continue. C'est ça, ça c'est bien résumé. Du coup, je pense qu'on peut conclure si on n'a pas grand-chose à rajouter. Mais du coup, encore une fois, merci Pirelli d'avoir accepté notre invitation. C'était vachement intéressant. On a parlé de pas mal de trucs. On a essayé de rester quand même synthétique parce que connaissant Pirelli et Roman, on aurait pu 4 heures de plus. Mais c'était l'intro. Mais du coup, voilà, j'espère que ça aura plu à tous ceux qui nous ont écoutés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous écoutez sur YouTube, à vous abonner au Spotify si vous écoutez sur Spotify. N'hésitez pas aussi à cliquer sur le lien pour rejoindre notre canal Telegram. c'est important, on donne pas mal de conseils, des petites astuces, c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et puis, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Pirelli. Puis si vous êtes intéressé sur le sujet de la douleur et du sport en général, n'hésitez pas à venir voir ce que je fais sur YouTube, notamment, les chroniques de la douleur. Je sors une vidéo tous les 6 mois à peu près, et elle dure 1h30. Mais c'est une bonne vidéo.
J'exagère. Allez, entre 30 et 40 minutes. Mais voilà, je prends du temps parce que je source tout. J'ai tendance à mettre toutes mes références, donc forcément, ça me prend un peu de temps. Ouais. Et du coup, on mettra évidemment le lien dans la description de la vidéo YouTube et sur l'épisode sur Spotify. Donc, n'hésitez pas à aller checker tout ça. C'est super intéressant, comme vous avez pu entendre un aperçu là sur l'heure de podcast. Et sur ce, on se dit à très vite.